finalement le télétravail, ça se passe pas si mal que ça. Alors bien sûr, au début, on a un peu tâtonné. Il a fallu s'aménager un bureau dans un coin de cuisine, il a fallu expliquer aux enfants que non, on vient pas déranger, il a fallu prendre l'habitude de faire des pauses pour prévenir le mal de dos qu'on finit par avoir sur une chaise qui n'était pas du tout prévue pour ça. Mais au bout du compte, après ces semaines d'expérimentation forcée à très grande échelle, on dirait que les télétravailleuses et les télétravailleurs ont fini par trouver leur marque. Les réunions sur Zoom, une fois qu'on a surmonté les problèmes techniques, ça a aussi de vrais avantages par rapport aux réunions physiques où on perd un temps fou. Le travail qu'on peut faire dans son coin sans être dérangé, peut-être qu'on finit par le faire plus efficacement. Et surtout, on s'émerveille bien sûr de toutes ces heures qu'on perdait avant dans les transports et qu'on a maintenant regagnées pour les consacrer à son temps libre ou éventuellement à plus de travail. Ces observations sur la productivité du travail à distance rejoignent en fait celles qui ont été faites scientifiquement par une équipe dirigée par Nicholas Bloom, qui a étudié une agence de voyage en Chine au moment où elle proposait à ses collaborateurs de passer au télétravail. L'intérêt de l'étude, c'est qu'elle avait un groupe témoin, c'est-à-dire que parmi les volontaires, on a tiré au sort une partie des volontaires pour qu'ils aillent télétravailler et que l'autre partie est restée au bureau. Et on peut donc mesurer comme ça l'écart de productivité entre ceux qui télétravaillent et les autres, toutes choses égales par ailleurs. Et il est énorme, le gain de productivité est de 13%, il tient essentiellement au fait que les gens travaillent plus parce qu'ils ne perdent pas de temps à papoter avec leurs camarades de bureau. Et quand on y ajoute les gains qu'on réalise sur les coûts annexes, en particulier sur l'espace de bureau, on a donc une augmentation de la productivité qui est de 20 à 30%. Et en plus, les salariés sont plus satisfaits, ce qui se matérialise par une baisse du turnover. Quand on voit ces résultats, on comprend pourquoi beaucoup d'entreprises ne sont pas pressées de voir leurs collaborateurs retourner au bureau. Certaines, comme Google ou Facebook, ont annoncé que c'était pas la peine d'arrêter le télétravail avant au moins début 2021. D'autres, comme Twitter ou près de chez nous PSA, ont carrément annoncé qu'elles allaient faire du télétravail la norme et du bureau l'exception. Il faut pourtant s'interroger sérieusement sur ce qu'on risque de perdre dans cette transition. On le voit dans les études comme celle de Nicholas Bloom, mais on le voit aussi dans les observations que nous pouvons tous faire qualitativement depuis le début du confinement. Il y a des choses qui marchent bien en télétravail, et même mieux, d'où le gain de productivité, mais il y en a aussi qui marchent moins bien. Pour le dire simplement, tout ce qui est formalisé est télérobuste, c'est-à-dire que ça résiste bien au télétravail. Tout ce qui est informel est téléfragile, c'est-à-dire que ça résiste moins bien. Les tâches individuelles, bien définies, routinières comme celles par exemple des agents de voyage qu'a étudié Nicholas Bloom, ça gagne en efficacité. Mais tout ce qui est travail collectif, collaboration, c'est moins évident. L'exécution des projets existants se passe généralement très bien, voire mieux, mais la création, l'invention d'activités nouvelles risquent au contraire de souffrir. Les hiérarchies et les organisations existantes se maintiennent très efficacement, mais ça devient difficile de faire évoluer l'organisation quand on ne se voit pas. D'ailleurs, l'étude de Nicholas Bloom avait montré que les télétravailleurs, bien que plus productifs, étaient moins souvent promus parce qu'ils arrivaient moins facilement à faire bouger l'organisation autour d'eux. Et enfin, les liens sociaux existants sont maintenus efficacement par des contacts en vidéo. Mais sans les rencontres fortuites, sans la cantine, sans la machine à café, on ne renouvelle pas son stock de capital social, on ne construit pas de nouvelles relations. Et d'ailleurs, dans l'étude de Nicholas Bloom, la moitié des télétravailleurs qui avaient choisi de télétravailler et qui étaient devenus plus productifs en télétravail choisissent, après les 9 mois d'expérience, de retourner au bureau parce que justement, ce lien social leur manque trop. On peut remarquer que cette typologie du télérobuste et du téléfragile rejoint une des distinctions les plus solidement établies en théorie des organisations, qu'on appelle la distinction entre l'exploitation et l'exploration, et qui remonte à James March, le grand théoricien des organisations. En gros, l'exploitation, c'est l'optimisation de l'existant, c'est la recherche de productivité, c'est la recherche de mieux faire ce qu'on fait déjà, tandis que l'exploration, c'est le développement d'activités nouvelles qui sont forcément initialement moins rentables, mais qui sont l'avenir de l'entreprise. La tendance naturelle des organisations, c'est bien sûr de privilégier l'exploitation, le court terme, l'optimisation de l'existant, au détriment de l'exploration, l'invention, le développement du long terme. L'entreprise doit lutter consciemment contre cette tendance qui est profitable dans l'instant, mais qui est forcément autodestructrice à long terme.
Or, le risque, si on n'y prend pas garde, c'est que le télétravail accentue au contraire cette tendance naturelle des organisations parce que la productivité accrue dans l'exploitation va masquer l'abandon des activités d'exploration. Un autre risque qui est lié au précédent mais qui est peut-être encore plus inquiétant, c'est le risque de délitement du tissu social de l'entreprise. Chacun sait en principe qu'une entreprise, ça n'est pas seulement un ensemble de gens qui travaillent chacun dans son coin. Mais physiquement, si ça ressemble exactement à ça, où exactement va être la différence? Où est le je ne sais quoi qui fait qu'on est une communauté si on n'est jamais ensemble? On sait bien en principe, par exemple, qu'il y a une différence entre nos collègues et nos fournisseurs ou nos partenaires extérieurs. Avec nos collègues, on a une relation qui n'est pas seulement la somme des transactions que nous avons avec tel ou tel fournisseur à un moment ou à un autre. Mais où est la différence quand collègues, partenaires, clients, fournisseurs, tout le monde n'est qu'une petite vignette dans un coin de l'écran? En somme, le risque du télétravail généralisé, c'est de perdre le sentiment d'appartenance, la fierté de faire partie de la même entreprise, l'envie de se dépasser au service d'une aspiration commune, bref, tout ce qui fait qu'on est une organisation. Un risque suffisamment important pour qu'on y réfléchisse quand même à deux fois.